Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 12 février. À la une de cette édition, l'INSEE détaille sa dernière enquête sur les caractéristiques de la population et des logements à Mayotte. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le directeur de l'institution, Djamel Mekaoui, est revenu sur des données qui ont beaucoup fait réagir. Il faut dire que Mayotte bat tous les records en matière de natalité, d'immigration ou encore de précarité. Des chiffres qui, pour certains, ont évolué dans un sens inattendu. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vimonet. Un habitant sur deux est de nationalité étrangère sur l'île, un chiffre qui se passe de commentaires sur un territoire où la croissance démographique dépassait les 3% en 2017, un record en France qui prend sa source dans les naissances. Quand on regarde le détail, on voit d'abord, et c'est vrai que ce n'est pas forcément le sujet qui est le premier dans le débat public actuellement, mais on voit d'abord que la population, elle croît énormément en lien avec une forte natalité. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que le moteur de la croissance depuis 1958 à Mayotte, c'est la natalité. C'est parce qu'on fait beaucoup de bébés. Et ça ne se dément pas. Et ça, c'est un message, c'est vrai qu'on va revenir sur le second qui est largement évoqué, mais celui-là, il est, je trouve, pas très commenté au jour d'aujourd'hui. Mais le fait qu'on ne soit passé de 4,1 enfants par femme en 2012 à 5 aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. On était plutôt dans une logique de transition démographique, de diminution de la natalité, et on voit que ça remonte. Et en particulier, quand on regarde les périodes passées, en 1978, on était à 8 enfants par femme. Donc, on faisait vraiment beaucoup d'enfants à Mayotte. On a diminué doucement. On est arrivé à 4 en 2012. Et quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a une différence de fécondité en fonction du lieu de naissance de la mère. On est à 6 enfants par femme quand elle est native de l'étranger, singulièrement des Comores, et 3,5 enfants par femme quand elle est native de Mayotte. Mayotte est la plus grande maternité de France et d'Europe, avec plus de 9000 naissances par an. Un chiffre qui s'explique notamment par l'excédent migratoire redevenu positif, qui contribue à l'augmentation et à la paupérisation de la population. On est revenu à un solde migratoire positif. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui arrivent à Mayotte que de gens qui en partent. Un petit peu, pas beaucoup. Mais en réalité, quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a des différences de comportement en fonction des populations. Les natifs de l'étranger, singulièrement des Comores, sont arrivés très nombreux et ont conduit à une croissance de la population de 32 500, ce qui est beaucoup par rapport à une population de 256 000. Et de l'autre côté, on a les natifs de Mayotte qui, eux, ont quitté massivement le territoire pour aller s'installer à La Réunion et en métropole, 25 900. Et on a moins 1000 métropolitains, ça fait l'attractivité. Donc du coup, ce flux migratoire a deux phénomènes. Donc les natifs de Mayotte qui quittent le territoire, les natifs de l'étranger qui arrivent. La première conséquence, c'est que le taux d'étrangers a augmenté. La deuxième conséquence, c'est qu'en fait, ça maintient le territoire dans une forme de paupérisation. On reste à 3 personnes sur 10 sans l'eau à l'intérieur du logement à Mayotte, et 4 personnes sur 10 qui habitent dans des logements précaires, singulièrement des logements en tôle. Selon Djamel Mekaoui, 40 000 personnes sont en situation irrégulière à Mayotte, tandis qu'un tiers des étrangers sont nés sur le territoire. Cependant, ce chiffre est amené à évoluer dans la mesure où les conditions d'accès à la nationalité française vont se durcir. Il y a deux éléments comme ils sont passés les dernières. Il y a eu évidemment l'amende Montagny, mais il y a eu aussi un renforcement des actions de l'État contre les reconnaissances de complaisance. Donc on verra ultérieurement comment ça a pu avoir des conséquences directes. Maintenant, il peut y avoir d'autres phénomènes. Alors on a aujourd'hui un peu plus de 40 000 personnes nées en France, donc nées à Mayotte, de nationalité étrangère. Avant ces amendements, elles devenaient françaises. Elles devenaient françaises de manière à peu près certaine. Aujourd'hui, il y a d'abord un premier amendement qui est arrivé, donc qui rend plus compliqué les conditions d'accès à la nationalité. Bien sûr. À voir qu'est-ce qui va se passer dans le débat public, comment ça va évoluer. Donc ces lois, je ne sais pas si elles ont de nature à changer les flux migratoires, mais elles ont peut-être nature à changer la possibilité ou la capacité des personnes nées à Mayotte de devenir françaises à terme. En 2019, plusieurs lois devraient être examinées par le Parlement concernant la problématique des flux migratoires à Mayotte. Et nul doute que cette enquête de l'INSEE fera office de base de travail pour les parlementaires mahorais. Je me tourne dès maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Kira Bakarada Kolo, le président du Parti radical de gauche à Mayotte. Kira, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais tout de suite vous préciser, ce n'est pas le Parti radical de gauche, c'est le mouvement radical social-libéral. C'est un changement de nom qui a eu lieu récemment? Tout à fait. Depuis le 9 décembre 2017, les radicaux de droite et de gauche se sont réunis pour former une nouvelle formation politique de centre, mais pas de gauche, qui s'appelle maintenant le mouvement radical social-libéral du centre. Vous diriez qu'aujourd'hui vous êtes plus un homme du centre que de gauche? Oui, je suis un homme de centre-gauche, on va dire, parce que je suis issu à la base de la gauche.
On va évoquer ensemble les évolutions institutionnelles, notamment ces lois qui ont été proposées par le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Avant cela, un mot de ce qu'on a vu et de ces chiffres de l'INSEE. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que président d'un des partis politiques locaux? Alors, je pense qu'il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de considération, parce que vous l'avez dit vous-même quand vous avez annoncé le reportage, que Mayotte constitue le territoire de tous les records de France. Pour vous donner une comparaison, un titre de comparaison, parce qu'on compare beaucoup Mayotte à la Guyane, alors que dans ce domaine, la Guyane comptabilise 39% de sa population qui est d'origine étrangère, alors que nous sommes à Mayotte à 48%. Quand on ramène cette comparaison au niveau de la métropole, le département le plus concerné par ce phénomène migratoire est celui de la Seine-Saint-Denis, qui est lui à 23% de sa population qui est d'origine étrangère. Plus du double à Mayotte. Voilà, plus du double. Donc cela se traduit de manière très négative dans tous les secteurs de la vie quotidienne de l'île, hein, que ce soit en termes de santé, de prise en charge de l'éducation, de la sécurité, bref, tout ça. Mais comment se positionne votre parti par rapport à ça, par rapport à ces chiffres? Les chiffres, on les connaît, ils ne sont pas nouveaux, effectivement, aujourd'hui, ils sont un peu plus précis, mais on les connaît. Comment se positionne votre parti par rapport, effectivement, à cette immigration, mais aussi à toutes les problématiques de précarité, ces problématiques qu'on a évoquées, notamment de natalité aussi, et puis cette problématique de la nationalité aussi française? Alors, vous êtes sans savoir que j'étais candidat aux élections législatives de 2017. Le premier point de ma profession de foi consistait à venir à bout de ce flux migratoire, de cette pression migratoire, en modifiant le code de la nationalité, enfin, les conditions d'accès à la nationalité française pour les ressortissants qui seraient nés ici. Ça a été fait en partie. Je suis heureux que le sénateur Thani ait pris ma proposition pour en faire un amendement et qui a abouti à la modification effective des conditions, enfin, des modalités d'attribution de la nationalité. Est-ce que ça va tout changer pour vous? C'est suffisant? Non. Il faut continuer à juguler le flux migratoire. Il faut, comment? En réduisant l'entrée massive des populations étrangères à partir voilà. Et puis, il ne faudrait surtout pas régulariser de façon massive. Il faut, par ailleurs, on va en parler peut-être après, par ailleurs, ouvrir le titre de séjour au droit commun pour permettre à ces détenteurs de circuler partout au niveau national, mais aussi européen. Effectivement, vous avez parlé du sénateur Thani, vous parlez aussi probablement de ce qui s'est passé à l'Assemblée avec cet amendement sur effectivement les conditions de séjour et l'extension du séjour délivré à Mayotte. Le sénateur Thani va déposer 2 propositions de loi concernant le toilettage institutionnel, ou plus exactement les évolutions institutionnelles. Comment vous vous positionnez par rapport à ces textes, sachant qu'il y avait des textes à la base et que ce sont des évolutions qui ont été apportées? Alors, j'ai beaucoup à dire sur ce sujet. D'abord, je voudrais préciser que quand on participe à un débat public, ce n'est pas du tout une défiance envers qui que ce soit. C'est le débat démocratique qui permet de construire un pays. Et c'est au nom de ce débat public que j'ai publié, moi, un livre sur la départementalisation de Mayotte que j'ai publié en 2011. Donc, voilà. Donc si j'interviens sur ce sujet, ce n'est pas pour défier qui que ce soit, mais c'est pour participer et nourrir le débat. Sur le sujet, il faut distinguer par rapport à cette affaire de toilettage institutionnel 2 choses. La première, c'est le projet de toilettage institutionnel qui a été initié par Swabahadine Ibrahim Ramadani, actuel président du conseil départemental. Ce projet-là qui était mauvais et dangereux pour Mayotte parce qu'il modifiait complètement les données, d'abord en changeant la dénomination du statut de Mayotte et ensuite en copiant, enfin c'était un copier-coller de dispositions qui étaient appliquées à la Guyane, qui sont appliquées à la Guyane et à la Martinique, qui eux, sont des départements qui aspirent à plus d'autonomie, alors que nous aspirons à plus d'intégration dans la République, dans le droit commun. Ce sont des collectivités uniques. Voilà, ce sont des collectivités uniques. D'ailleurs, l'actuelle forme de département que nous connaissons est de type collectivité unique. En revanche, quand nous observons la proposition de loi du sénateur Thani, on voit que les choses ont évolué, comme c'est indiqué dans l'exposé des motifs, que c'était un grand pas
le plus grand pas qui a été franchi depuis la départementalisation de Mayotte le 31 mars 2011. D'accord. En ce sens que, effectivement, cette proposition de loi, si elle venait à être votée au Parlement, on assisterait à une confortation du caractère départemental et régional de notre collectivité. C'est-à-dire que Mayotte va passer à un statut de collectivité, enfin de département-région, qui serait en réalité une... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous... Je suis d'accord avec ça parce que cette proposition est assez bonne, mais comporte quand même des insuffisances. Et c'est dans ce sens-là que moi, je suis plus d'accord avec la ligne du président Daniel Zaïdani sur les insuffisances en matière de moyens financiers qui sont dévolus, qui seraient, parce qu'on est au stade de la proposition de loi. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est un texte qui peut être amendé. Justement, quel amendement il faut ajouter selon vous? Alors, parce que quand vous regardez la proposition qui stipule que l'État verserait une dotation globale de rattrapage qui serait annuellement de 90 millions d'euros pour exercer les compétences des régions, on est loin du compte par rapport aux autres collectivités de même taille, de même nature. Là, vous allez regarder les budgets de la région de la Guyane, de la Réunion ou de la Martinique ou de la Guadeloupe, on est très loin. En 2018, c'était 100 000 euros seulement pour effectivement ces compétences qui existent déjà sur le territoire. Donc 90 millions d'euros, l'écart est grand, il n'est pas suffisant selon vous? Il n'est pas suffisant parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous avons tellement de retard ici qu'il faut combler, qu'il faut rattraper. Donc à mon avis, il faut mettre les bouchées doubles, notamment avec les fonds européens structurels. Par rapport aux insuffisances qu'il y a dans le texte présenté par... voilà. Donc... nous avons par exemple une absence d'un engagement pour l'aéroport de Mayotte. Hein, voilà. La question de la piste longue notamment. Voilà, tout à fait. Et puis quand même, moi je suis entièrement d'accord avec Zaïdani par rapport au fait qu'il y a une discrimination, il y a une rupture d'égalité entre les cantons, quand on sait que tous les cantons de Mayotte vont augmenter par rapport à leurs conseillers qui vont passer à 4. On voit que Pamandzi, il n'y en a que 3. Alors que Mamoudzou, finalement, auront 12 conseillers départementaux. On aurait très bien pu imaginer que chaque canton de Mamoudzou soit attribué de 3 conseillers qui feraient en tout 9 pour permettre à Pamandzi d'être à égal. Alors c'est justifié par le fait que Pamandzi ne possède aucun village et qu'en termes effectivement de taille et notamment de population, c'est comme ça que c'est justifié. Ah non, ça c'est pas la bonne justification. Pourquoi on ne s'est pas basé sur la population? Parce qu'à ce moment-là, on aurait pris en compte les cantons les moins peuplés pour réduire le nombre de conseillers départementaux. De manière générale, vous êtes en accord avec cette proposition de loi, vous voulez juste qu'elle soit amendée et c'est ce que vous demandez avec votre parti. Exactement. Un mot de la politique qui est menée par le président de la République et la République en marche à Mayotte. Vous avez soutenu le président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait du travail qui est mené sur le territoire? Alors, nous, les radicaux, nous avons soutenu le président de la République au 2e tour. Parce qu'au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, nous avions soutenu le candidat qui était issu des élections primaires. Voilà. Donc c'était, en fin de compte, c'était Benoît Hamon. Et au second tour, face à Marine Le Pen, nous étions quelque part tous liés à voter pour le camp républicain. Donc, et au sein du mouvement radical, social-libéral, et des groupes parlementaires, parce que nous avons un groupe au Sénat, le RDSE, nous avons aussi un groupe à l'Assemblée nationale qui s'appelle Liberté et Territoire. Nous ne sommes ni en soutien, ni dans l'opposition. Le fameux Nini. Maintenant, par rapport à chaque projet, nous soutenons ou nous nous opposons si d'aventure... de manière globale, est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent, qu'elles vont dans le bon sens, que le gouvernement entend et qu'il agit? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la République en marche n'a pas pris conscience et ne fait pas ce qu'il faut pour résoudre les problématiques dont on a évoqué dans ce journal? De façon globale, nous estimons que le président de la République ne prend pas suffisamment la gravité des choses. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Gilets jaunes
sont à la rue pour manifester contre l'action du gouvernement. Votre parti les soutient? Alors, la cause, le parti le soutient. Mais, quant aux méthodes, parfois on assiste à des événements qui sont contraires à nos principes républicains. Et voilà, donc nous soutenons, dans le fond, nous soutenons le mouvement, mais dans la forme, non. Un dernier mot, au mois de juin prochain, le président de la République sera sur le territoire. Si vous le rencontrez, qu'est-ce que vous allez lui dire et qu'est-ce que votre parti aimerait lui dire? Alors, j'en profite pour dire un petit mot par rapport aux élections européennes parce que nous avons élaboré notre plateforme, notre manifeste pour les élections européennes. Votre parti aura une liste aux européennes? Alors, la tendance est au soutien de la liste d'En Marche. Par contre, si le président venait ici pour rencontrer les Mahorais, ce serait de lui présenter des doléances par rapport au fait que nous ne voulons plus subir le phénomène de la migration. Nous voulons plus de sécurité. Et puis, sur le plan économique, la piste longue de l'aéroport de Panzi est assez importante pour le développement de Mayotte. Kira Bakara Dakolo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et puis vous reviendrez au mois de juin après la visite du président de la République. Rendez-vous pris. Merci. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais la fièvre de la vallée du Rift commence à inquiéter les organismes de santé à Mayotte. En effet, depuis la découverte d'un premier cas en novembre 2018, l'Agence régionale de santé de l'océan Indien recense 43 cas humains à Mayotte. Ce chiffre ne cesse d'augmenter sans compter les cas de bovins contaminés, beaucoup plus nombreux que les humains. Néanmoins, la DAF de Mayotte, en collaboration avec l'ARS, sont sur le qui-vive pour endiguer la propagation du virus. Paul-Arthur Avit. Ce virus, qui porte le nom de la vallée dans laquelle il a été découvert en 1931, a fait son apparition à Mayotte en novembre 2018. Transmissible des bovins vers l'homme, ses symptômes sont similaires à une fièvre ou une grippe et peut se guérir en quelques jours. En revanche, dans 5% des cas, des formes plus graves peuvent survenir comme des méningites, fièvre hémorragique et atteintes oculaires. Il se révèle dangereux et mortel chez les bovins, chez lesquels il atteint surtout les femelles, chez qui il provoque des avortements et est fortement mortel pour les jeunes spécimens. Les personnes les plus à risque de contamination, ça va être les gens qui sont évidemment en contact proche avec les animaux malades. Les éleveurs, les gens qui font de l'abattage, il n'y a pas d'abattoir à Mayotte, mais les abatteurs sont à risque de contamination. Les bouchers, les personnes qui vont manipuler du tissu, des organes ou du sang des animaux, puisque c'est le mode de contamination principal, le contact avec le sang ou les tissus des animaux malades. Un deuxième mode de contamination qui est connu, enfin qui est admis, c'est la transmission par des moustiques, puisque d'animal à animal, la maladie se transmet par des moustiques et elle peut occasionnellement se transmettre de l'animal à l'homme par des moustiques également. Donc la lutte antivectorielle, extrêmement importante, protection moustiquaire, répulsif pour se protéger des piqûres de moustiques. Et le troisième élément, c'est l'alimentation. Ne pas consommer de viande crue, donc la viande on la fait bien cuire. Ne pas consommer de lait cru, il faut bouillir le lait si on prend son lait auprès d'un animal local et du lait non pasteurisé. Et ne pas consommer de lait caillé, qui est très fortement consommé dans de multiples occasions à Mayotte, qui ne soit pas pasteurisé, ou de lait caillé qui n'ait pas été bouilli avant d'être caillé par des ferments lactiques éventuellement. Des gestes à répéter et appliquer pour éviter la prolifération des moustiques, source de contamination. Il faut lutter contre les moustiques, d'abord au niveau même de leur lieu de reproduction, c'est-à-dire au niveau de toutes les étendues d'eau qui peuvent contenir des moustiques. Donc on agit à ce stade-là. Et puis lutter aussi contre les moustiques adultes en utilisant par contre des insecticides pour essayer de lutter au maximum contre ces moustiques qui seraient déjà infectés. Une vigilance toute particulière est à maintenir pour les personnes en contact avec les animaux. Pensez à vous protéger des piqûres de moustiques et faites attention à votre alimentation. En cas de symptômes, prenez rapidement contact avec votre médecin traitant. Un quartier de reconquête républicaine en Petite Terre, Célio, qui ouvre ses portes prochainement, ou encore l'épidémie de bronchiolite. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 12 février.
Autre épidémie à prendre très au sérieux actuellement, la bronchiolite. Cette dernière est liée à un virus qui, chez l'adulte et le grand enfant, ne provoque qu'un simple rhume, mais elle peut être beaucoup plus grave chez les nourrissons, en particulier les tout petits de moins de 3 mois. Pour protéger ces nourrissons, qui sont particulièrement fragiles pendant toute la durée de l'épidémie, ne sortez pas avec vos tout petits dans les lieux publics. Tenez-les à distance des adultes et autres enfants malades et lavez bien les tétines, les doudous, les quiches à lit. A noter que les services de soins sont saturés en période épidémique. Si votre enfant tousse et a de la fièvre, une consultation chez un médecin généraliste est suffisante. Un recours aux urgences n'est pas nécessaire. En revanche, si votre bébé a des difficultés respiratoires malgré le mouchage et qu'il ne boit pas au moins la moitié de ses biberons, consultez en urgence dans un des 5 centres de référence du CHM. En cas de doute ou en cas de signe de détresse respiratoire, appelez le 15. En fin de semaine dernière, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé dans le cadre de la seconde phase de déploiement de la police de sécurité du quotidien la création d'un quartier de reconquête républicaine sur Petite Terre. Ce dispositif annoncé en février 2018 par l'ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb est entré en vigueur à la rentrée 2018 dans 15 quartiers en France. Mais pour l'heure, un seul autre quartier de reconquête républicaine existe en Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie. Selon la préfecture, ce nouveau dispositif vient renforcer et compléter les engagements du gouvernement déjà pris dans le cadre du plan d'action pour Mayotte d'avril 2018 pour plus de sécurité au quotidien. Il s'inscrit dans la poursuite de la zone de sécurité prioritaire qui concerne Petite Terre et s'accompagnera d'un renforcement spécifique des effectifs de gendarmes sur la brigade de Pamandzi qui seront déployés au cours de l'année 2019. Selon l'État, cette création poursuit et intensifie la mobilisation de l'ensemble des forces en faveur de la sécurité au quotidien des Mahoraises et des Mahorais. Comme annoncé il y a quelques semaines, la marque de vêtements Célio, jumelle de Jennifer, va prendre ses quartiers à Mayotte. Il y a quelques mois, Jennifer s'est installée dans la galerie marchande de Jumbo Score, au Haut-Vallon. En 2017, des publications circulaient sur Internet pour annoncer que des recrutements étaient en cours sur le territoire. 2 ans plus tard, une annonce similaire a fleuri. Il est ainsi stipulé que dans le cadre du lancement de ses activités à Mayotte, Célio recrute des vendeurs-vendeuses dynamiques et organisés. Vous devez justifier d'une expérience dans le commerce et si possible dans le prêt-à-porter. Ce poste est basé à Mayotte. Cela signifie que la marque, devenue une référence en France, va prochainement ouvrir sa première boutique. À l'instar de Jennifer, le magasin de prêt-à-porter posera ses valises de vêtements dans la galerie marchande de Jumbo Score. Quant à l'ouverture officielle, elle est programmée pour le 28 février prochain. Un peu de douceur et d'amour dans votre 19h. Jeudi, les amoureux du département vont fêter la Saint-Valentin. Qualifiée de fête commerciale par certains, cette journée est de plus en plus célébrée à Mayotte. Pour l'occasion, les restaurants mettent les petits plats dans les grands afin d'offrir un dîner inoubliable pour les Valentines et les Valentins. C'est le cas du Mermoz, le restaurant de l'hôtel Caribou. Écoutons sa responsable Shaima qui nous parle de cette soirée pas comme les autres. Aujourd'hui, ça commence à rentrer dans les mœurs. Ouais. C'est quelque chose de symbolique. C'est la fête des amoureux. Donc, c'est l'occasion de se retrouver en tête à tête. Ouais. Donc, c'est quelque chose de très beau. C'est Ouais. Signifier un peu son amour, même si on le fait toute l'année. En général, c'est ce que les hommes disent surtout. Ah ben non, moi, je fête pas la Et pourquoi Saint-Valentin. les femmes aussi le disent? Oh ben non, les femmes elles sont bien contentes quand on fête la Saint-Valentin. Je suis bien placée pour le savoir. Je suis une femme, donc. En plus c'est mon anniversaire, Patrick. Le jour de la Saint-Valentin. Oui, je suis un enfant de l'amour, donc vous voyez. Cette année, on a voulu faire quelque chose vraiment de peut-être. D'original? Je dirais pas exceptionnel, oui, mais d'original. On a Ouais. voulu vraiment mettre l'accent sur la qualité des produits, en profitant du fait que bon, on sort des fêtes, donc il Ouais. y a des produits qu'on retrouve pas toute l'année, qui sont encore disponibles. Donc on va avoir de la langouste, on va avoir du foie Yes. gras, on va avoir des choses qui sont très très bonnes. Les clientes vont arriver, on va leur offrir un cornet de fleurs. Vraiment, on met l'accent sur la qualité, sur l'amour. Les Valentins et les Valentines on sera aux petits soins pour ces couples ce soir-là, au Mermoz. On termine cette édition avec le festival Hip Hop Evolution qui se tiendra dès le 1er mars prochain à Mayotte. Pendant 9 jours, près de 150 artistes venus de tout horizon vont animer l'activité culturelle de l'île. Au programme soirée, spectacle, restitution d'ateliers d'improvisation, show ou encore battle. L'occasion de valoriser la création d'artistes professionnels et de la diffuser sur scène. Clou du spectacle, la Battle of the Year, avec à la clé une place pour la finale qui se tiendra à Montpellier en mai prochain. Marion Tellier est allée à la rencontre des membres de l'association Hip Hop Evolution pour qui l'heure est au préparatif. Reportage.
À seulement 3 semaines de l'ouverture du festival Hip-Hop Evolution, l'heure est aux préparatifs. Les premiers collaborateurs et artistes arriveront dès la semaine prochaine sur l'île pour préparer masterclass, résidences et ateliers avec les jeunes. Alors pas de temps à perdre, questions organisationnelles et logistiques sont au cœur des préoccupations des membres de l'association. Il y a beaucoup de travail. Là en ce moment, je suis en train de travailler sur le transport, donc savoir quand arrivent les gens, quand repartent les gens, et surtout le transport sur les véhicules, donc qui sera chauffeur de quelle voiture, qui emmènera les jeunes sur les lieux de répétition, le soir des spectacles pour les retours. On est aussi en train de réfléchir à qu'est-ce que nous allons manger pendant cette semaine de festival, donc combien de repas ça fait pour l'équipe de restauration. Au total, c'est pas moins de 29 artistes extérieurs venus de tout horizon qui se joindront aux 120 danseurs locaux pour cet événement. Les premiers jours seront placés sous le signe de l'ouverture à des disciplines artistiques autres que la danse, à l'instar du slam, du chant ou encore des arts du cirque. Une impulsion de diversité culturelle et d'échanges artistiques à l'image du cap de l'association pour cette nouvelle année 2019. Le festival, en fait, c'est en début d'année, donc ça ouvre ensuite tous les champs d'action de partenariat avec les gens qui contribuent aussi à l'organisation de ce festival. C'est d'ailleurs dans cette conception-là qu'on crée le festival, c'est-à-dire que tous les personnes qui participent vont entamer ensuite des dispositifs tout au long de l'année, donc au travers de la transmission, de la formation, des échanges artistiques, puisque on accueille des Réunionnais, des Comoriens, des Thaïlandais. Eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des Mahorais qui partent à la Réunion, aux Comores et en Thaïlande. La métropole fait elle aussi figure de partenaire de premier lieu. Depuis 9 ans, Battle of the Year France accompagne l'association. Elle accueillera l'écrou gagnant en mai prochain à Montpellier, avec cette année une particularité, la participation des filles. C'est donc 12 danseurs et danseuses qui se rendront cette année à la plus grande manifestation française de hip-hop, une première pour le 101e département français. C'est ainsi que s'achève cette édition. Ne ratez pas à 20h votre émission Quasi Video Games en direct sur KTV. Sam et Justin vous parleront notamment des tournois FIFA 19 et Tekken 7 qui se tiendront prochainement à Mayotte. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.